on a pris beaucoup de téléphones, on continue à en prendre. Et Carmel est encore là, au téléphone, justement. Il y a des gens qui disent oui, on est satisfait. Puis il y a des gens qui veulent nous donner de l'information sur le coroner du temps et puis sur ce que M. Dupont avait dit. Des gens qui ont vécu ça il y a 25 ans, puis il y a 26 ans. Ça a marqué la région. La famille a travaillé fort pour aboutir et pour arriver à ça. Mettre stationné dans la compagnie. Benjamin, bienvenue à la première ligne, encore une fois, notre spécialiste qui vient nous voir à l'occasion comme ça. Je pense que là, c'est important qu'on fasse ensemble parce que je me posais la question, moi aussi. On ordonne une enquête publique, on va continuer à regarder ce qui va se passer là-dedans. C'est pas un procès, ça, là. Non, c'est pas un procès. Bon. Comme le dit le ministre tout à l'heure, c'est une enquête qui va être révisée par un juge. Ça pourrait être révisé par quelqu'un d'autre, par un juge, qui vont entendre tous les témoins qu'on va lui suggérer d'entendre en relation avec cette affaire. Qui va les assigner, qui va demander, est-ce que dans une enquête publique, il y a un procureur de la couronne, est-ce qu'un avocat de la défense, est-ce que comment ça marche? Il y a un procureur qui assiste le juge qui fait des enquêtes, évidemment, qui s'occupe d'assigner les témoins, qui s'occupe évidemment d'abord d'analyser le dossier en premier lieu, de voir ce qui devra être élucidé, de voir qui on devrait assigner comme témoin. Et après ça, ces gens-là, on peut justement les contraindre de venir devant le président de l'enquête. OK. À partir du moment où la famille Dupont a ramassé un paquet de documents, là, on prend ça, on regarde ça, on dit dans ce dossier-là, il y a 25 ans, il y avait tel policier, il y avait tel individu, etc. Puis à un moment donné, on décide d'assigner ces gens-là à venir raconter ce qui s'est passé à ce moment-là. Bon. Est-ce qu'on peut se décider? Non, on ne peut pas se décider. C'est justement l'utilité de pareille enquête. Par exemple, M. Mélard en a ordonné une sur les incidents à la police de Chambly. C'est M. Jules Verdon de la Chambre criminelle de la Cour du Québec qui a présidé cette enquête-là. Alors, évidemment, on assigne devant le président de l'enquête en question, devant le juge qui préside cette enquête-là, les témoins qu'on veut s'entendre. Et il peut arriver que les témoins ne veulent pas faire de déposition. On va envoyer les enquêteurs les rencontrer. Ils vont dire, moi, je n'ai rien à vous dire. Je me ferai vous du droit au silence, ou je ne veux pas vous voir. Alors que dans une enquête, évidemment, ils sont contraignables, ils sont en cas de refus de répondre, ils sont susceptibles de condamner pour grave et criminel. Est-ce que ça pourrait, ces témoignages-là, parce qu'on entendra, je présume, en tout cas, certainement pas les experts, parce que le juge Saint-Julien, il était clair dans son document, et puis on les a eus. Après, c'est ça qui m'amène à vous dire dans ce document-là qu'il doit y avoir enquête publique, puis il y a le meurtre, etc. Est-ce que ceux qui témoigneront, qui seront retracés depuis le temps de l'incident, est-ce qu'on peut retenir ce qui se produit contre eux? Parce que c'est plus dans l'enquête publique, c'est une instance, une meurtrier, est-ce que c'est ça le but? C'est-à-dire qu'on ne peut pas retenir dans une procédure criminelle, par exemple, si quelqu'un arrivait, c'est fort hypothétique, et dire, c'est moi l'assassin de M. Dupont, on ne pourrait pas bénéficier de la protection garantie par la Charte canadienne des droits et des libertés, puis évidemment, on ne peut pas mettre en preuve ses propos, là, à moins que ce soit dans un cas de parure. Mais pour répondre à votre question, aussi, c'est que une enquête comme celle-là est fort difficile. Il faut comprendre qu'après 25 ans, comme vous le signaliez, là, ça va être drôlement difficile d'éclaircir bien des points. Parce que le but, c'est de trouver dans une enquête comme celle-là, de l'archiver, tout simplement de lui chercher les petits éléments qui étaient incomplets dans le temps, puis les petits frères de disparus, etc., tout le rapport du coroner avait été fait comme ça. C'est tout ça l'avantage, pour dire, le dossier, l'histoire, c'est celle-là. Et en part, c'est comme ça que ça s'est passé. Au but final, c'est de dire, on va, s'il est encore vivant, on va s'y trouver tout ça. Évidemment, ça dépend du mandat qui est donné au juge enquêteur. Dans un cas comme celui-là, on peut penser que, évidemment, on ne marche pas, c'est de dire, trouvez-nous l'assassin. C'est pas difficile. Puis, c'est bien évident qu'on vous a signé les gens sur les incidents qui sont passés de 25 ans. C'est difficile de vérifier leurs allées-venues, c'est difficile de vérifier la véracité de certains témoignages si, par exemple, certains témoins n'ont pas été entendus à l'époque. Mais au moins, ça va permettre de comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça. Déjà, c'est beaucoup. Est-ce qu'un témoin contraint à s'y rendre se fait présenter absolument dans un cas comme celui-là par un avocat parce que, bon, il craint peut-être, je ne sais pas, est-ce qu'il y a tout ce processus-là à l'élever à l'expérience que vous avez, tout ça? Le droit à la représentation par avocat, c'est un droit fondamental. C'est le choix de chacun de savoir s'il va être représenté par un témoin, par un avocat ou pas. C'est rare, ce qui se passe là. C'est pas rare que des enquêtes publiques, je vous l'avais dit, il y en a eu dans le cas de la police de Chambly, mais de mémoire et d'expérience à travers ce que vous en savez, une histoire vieille de 26 ans qui revient à la surface avec un cas public à ce moment-ci, quand même pas. C'est rare, évidemment, comme l'a dit M. Mélard, les techniques de l'époque n'étaient pas les mêmes. Souvent, les coronaires à cette époque-là n'avaient pas de formation juridique. Il pouvait arriver que le coroner, ça venait du coin. Il pouvait arriver que c'est des gens qui ne connaissaient pas grand-chose. Vous avez, par exemple, on revenait l'autre jour avec l'affaire Carson, on a entendu le coroner de Pointe-Vendée, c'était un médecin qui pratiquait en anesthésie. Bon, c'est bien évident que
les formalités de l'époque n'étaient pas les mêmes que celles d'aujourd'hui, de la même façon que, évidemment, on n'avait pas accès à des expertises de même qualité que les expertises qu'on a aujourd'hui. Bon, ça coûte cher une enquête comme celle-là, parce qu'il n'y a pas l'appareil qui peut durer un bout de temps, qu'on va tenter de retrouver des témoins, etc. Qui a fait ça actuellement? C'est le gouvernement, ça? Oui, évidemment, j'imagine, avec les fonds du ministère de la Sécurité publique. Évidemment, l'enquêteur ne coûte rien parce que c'est un juge qui est en fonction qui est déjà rémunéré. Et évidemment, ce juge-là fera des recommandations. Et M. Dupont parlait tout à l'heure dans son intervention du procureur général. Le procureur général, il va être à l'écoute du rapport qui sera rendu par le juge, parce que c'est lui qui décidera ensuite s'il y a poursuite contre un individu en regard des témoignages qu'on aura recueillis. Ultimement, c'est un partage de juridiction. Le ministre de la Sécurité publique a, entre autres choses, dans sa juridiction, le travail policier, ça semble facilité, là. Par ailleurs, les procédures criminelles, ça relève du ministère de la Justice. Alors, là où le processus s'enclenche, c'est que les policiers, normalement, lorsqu'ils ont terminé un rapport, le soumettent à un substitut procureur général qui lui détermine si c'est matière à partir des plaintes. Non, et quand les gens se posaient des questions à savoir entre l'enquête de police, c'est d'avoir dit, ben voilà, si le dossier est réouvert, on fera une enquête de la part d'un corps policier sur le Québec et les autres, et une enquête publique, l'enquête publique contraint les gens, va donner des résultats. Donc, on sera obligé de venir raconter des choses. C'est ça, le plus ça va sûrement amener, apporter des éclaircissements. De là à dire que ça va apporter des résultats, il est clair que le temps est allé depuis, à titre d'exemple, il n'est pas impossible que la personne qui soit responsable du décès de M. Dupont soit décédée depuis ce temps-là. Alors, évidemment, ça sera difficile d'obtenir des aveux de cette personne-là si elle est décédée. C'est une hypothèse au courant. Mais ça fait relatif à ça, sinon, parce que j'en ai vu dans mais ça pourrait mener à un procès. Au bout du compte, à la lumière de ce qui aurait été payé, ça pourrait mener à un procès. Pour une des hypothèses plausibles, mais encore là, si par exemple on avait seulement l'aveu de la personne qui a commis ce crime-là, si on n'avait aucune autre preuve pour démontrer que c'est cette personne-là, encore là, c'est une hypothèse, ben, on n'aurait pas de preuve pour l'accuser. Ça veut dire que ça prend des éléments pour retenir la responsabilité de quelqu'un. C'est évidemment pas facile. Mais ça va être financier, par exemple. Ça va être financier, mais évidemment, le ministre a pris la bonne décision. Quand même, c'est une ouverture d'esprit. Il voit qu'il y a quelque chose qui s'est passé qui n'est pas correct. C'est normal qu'on établisse l'enquête. Maintenant, je pense qu'il doit penser la même chose que moi. Il est évident que ça va amener à des résultats fort concrets. Ça va peut-être au moins obliger la famille à ajouter à ce que disait la Cour supérieure à l'effet que cet individu-là ne s'est pas suicidé qui était assassiné. Mais peut-être qu'on n'aura pas beaucoup plus de résultats que ça. Je ne sais pas ce que je souhaite. Évidemment, tout le monde souhaiterait savoir exactement ce qui s'est passé. Il faut se rappeler que le chef de l'histoire de Trois-Rivières vivait une période très perturbée à l'époque. Il y a des membres qui avaient été condamnés pour des crimes de guerre. Alors, évidemment, peut-être qu'on réussira à aller chercher certains éléments. M. Grenier, merci.